Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, moi de mon côté, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Et si la culture G devenait virale? C'est le pari de César Roussel, alias César Culture G, qui séduit une large communauté grâce à ses vidéos rythmées et accessibles en ligne. Son portrait est à suivre dans un instant. Et puis, pour notre sujet du jour, aujourd'hui dans l'École du Futur, on va parler une nouvelle fois d'intelligence artificielle. Cette IA que l'on voit partout, dont tout le monde parle et qui pourtant, entre les discours très enthousiastes et la réalité du terrain, n'est pas toujours la même. Alors, qui utilise vraiment l'IA aujourd'hui dans l'éducation? Pourquoi faire? Et surtout, les organisations sont-elles prêtes à tous ces changements? On en parle avec notre invitée du jour, Gabrielle Gay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et fondatrice de Révélateurs de richesse immatérielle. On va discuter de tout ça ensemble dans un instant, bien évidemment, mais vous le savez, là, c'est le focus. Jeune et passionné, César Roussel, de son pseudonyme César Culture G, partage sur les réseaux sociaux histoires et anecdotes pour mieux comprendre le monde. À travers ses vidéos, il donne l'opportunité au plus grand nombre d'améliorer sa culture générale de façon ludique et surtout divertissante. Il est notre influenceur du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Coller. Est-ce que tu savais que le plus haut sommet d'Europe n'était pas le Mont Blanc, que l'euro aurait dû s'appeler l'Écu, ou encore que le premier éléphant à vivre en Europe était un éléphant blanc albinos? Voici 100 faits que tu ne connaissais pas sur l'Europe. Allez, vous l'aurez compris, parlons un peu culture. Aujourd'hui, on s'invite dans l'univers fascinant de César Roussel, créateur de la chaîne YouTube César Culture G. À seulement 25 ans, le jeune homme affiche un parcours déjà bien rempli. Après une classe préparatoire, il intègre le programme Grande École de l'EM Lyon, mais c'est en parallèle de ses études qu'il se fait véritablement connaître. Sur TikTok, César fait rapidement ses premiers pas en tant que créateur de contenu. Fin 2020, sous le pseudonyme de What's Up World d'abord, puis César Culture G, il propose des vidéos courtes et percutantes, abordant des sujets variés d'histoire, de géographie et même de philosophie. Son objectif est simple, rendre la culture générale accessible à tous. Et le succès est fulgurant. À ce jour, il cumule plus de 2,4 millions d'abonnés sur TikTok. Fort de cette popularité, César poursuit son aventure sur YouTube. Par sa chaîne, il reprend simplement les ingrédients qui ont fait son succès. Vidéos dynamiques, ton léger et approche pédagogique. Il y partage des anecdotes méconnues, des faits historiques surprenants, ainsi que des quiz interactifs pour tester vos connaissances. Il existe un endroit sur Terre où il est interdit d'enterrer les morts, que la grande barrière de corail était plus grande que l'Italie, ou encore que l'Afrique était le seul continent traversé par l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Allez, pose-toi, voici 50 faits géographiques étonnants que tu ne connaissais pas. Le fleuve Amazon ne contient aucun pont sur ses 7000 km de longueur, malgré le fait qu'il traverse plusieurs pays et de nombreuses zones habitées. Je trouve ça fou. Le Vatican a une densité de population 20 fois supérieure à celle de Paris, avec une superficie de 0,44 km² et plus de 800 habitants. Sa densité est d'environ 1800 habitants par km², contrairement à Paris et ses 119 habitants au km². Au-delà des réseaux sociaux, César Roussel s'investit pleinement dans la démocratisation de la culture. Il participe à des conférences, collabore avec des institutions éducatives et a même publié un livre intitulé « Améliore ta culture G », parvenir à enrichir sa culture générale tout en se divertissant. Voilà pourquoi César Culture G est incontournable. Alors si vous voulez terminer premier à tous vos quiz entre amis, n'hésitez plus. Le captivant César vous aidera dans votre quête de savoir. Une belle ressource de connaissances à la portée de tous. Allez, sur un tout autre sujet, mais un sujet qu'on connaît bien, IA, tout va dans tous les discours, dans les médias, dans les entreprises. Mais quand on regarde de plus près les usages réels, le tableau est beaucoup plus nuancé, peu d'usages avancés, des équipes encore en phase de test et surtout beaucoup de questions à la fois sur les compétences, les données ou encore le cadre légal. Autrement dit, l'IA est là, mais son adoption reste encore très inégale. Alors où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Et surtout, comment passer du discours à l'action? C'est tout l'enjeu du baromètre AI for Impact que l'on va décrypter tout de suite avec mon invité. Et cette invitée que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, c'est Gabrielle Gay, directrice et fondatrice de Révélateurs de richesse immatérielle. Alors je l'ai dit, aujourd'hui on va décrypter ensemble un baromètre sur les usages de l'IA. Alors peut-être que déjà on peut présenter ce baromètre. À quoi est-ce qu'il sert concrètement? Ce baromètre, il sert à informer
et à faire que chacun puisse aborder la question de l'intelligence artificielle de manière outillée, avec non seulement ses propres expériences, mais également avec de l'information statistique. Pour se dire, en fait, si on a beaucoup de gens qui utilisent l'IA à côté de soi et on ne sait pas trop si on est en avance, en retard, etc., à côté, ça permet de se situer et le baromètre est là pour ça. Ça permet de se situer non seulement sur les usages réels de l'intelligence artificielle, mais aussi sur les freins, tout ce qui est, on va dire, les besoins aussi de gouvernance qui souvent sont négligés, et puis après, s'outiller. Parce qu'en vrai, au moment où on doit choisir l'outil d'intelligence artificielle que l'on veut, c'est pas si simple. C'est pas si simple et effectivement, c'est un petit peu comme tous les outils sur Internet. On est toujours attiré par celui qui draine le plus de monde et c'est pas toujours celui qui répond le mieux à nos besoins. Alors cette étude, elle se concentre sur quel type de personnes. J'entends, est-ce qu'on est centré sur l'éducation spécifiquement? Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont explorés? Ce baromètre, il concerne l'ensemble des acteurs de l'intérêt général. Bon, ça peut être une définition qui peut sembler un peu vaste, mais en gros, c'est dès que ça va concerner toutes les structures qui sont associatives, établissements scolaires, bien sûr, quelle que soit leur taille, quel que soit leur domaine de compétences. Ça va être aussi les collectivités territoriales ou des fondations, par exemple. Alors, sans tout nous dévoiler, quels sont les grands apprentissages de cette étude? Est-ce que vous avez été surpris par certains résultats? Ma plus grande surprise, ça a été la différence entre l'usage individuel ou même l'usage personnel, je vais dire, et l'usage professionnel. C'est un peu le grand écart. On a à peu près 20% d'usage professionnel contre 80% d'usage personnel. Et ça, c'était en novembre dernier. Et bien évidemment, comme on en parle régulièrement dans les médias, tout le monde s'y met, donc les chiffres ont peut-être un petit peu évolué. Pourquoi c'était important pour vous de faire ce baromètre à ce moment précisément? On n'en est encore qu'au début, finalement, de la vague d'intelligence artificielle, et en même temps, ça va tellement vite qu'on peut se demander pourquoi là maintenant. En fait, déjà pour éviter j'ai envie de dire, de mettre toutes les choses au même endroit, là, ce baromètre, il va se concentrer essentiellement sur l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, elle existe depuis très très longtemps. Et pour tous ceux qui travaillent avec l'intelligence artificielle, ils doivent se dire, mais attendez, on fait comme si c'était nouveau, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc ce baromètre, il traite essentiellement de l'usage de l'intelligence artificielle générative. Pourquoi ce moment-là? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passait l'année dernière avec l'arrivée massive en termes de communication de l'usage de ChatGPT. Et cet usage de ChatGPT, on a aussi Mistral, qui est quand même notre fleuron français, européen. Cocorico. Exactement. Et donc, c'était de se dire, en fait, il se passe quoi? Est-ce que vraiment les gens l'utilisent autant qu'on le dit? Et ma question de fond, c'était, est-ce que ça ne vient pas créer des inégalités? Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas accès à l'IA générative de la même manière. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, en matière d'intérêt général, se disent, il y a un effet d'aubaine, je vais pouvoir dire des choses bien, mais peut-être pas les faire aussi bien. Et puis pour ceux qui font les choses bien, se dire, non mais c'est pas pour nous le moment de l'IA, on va continuer à faire les choses bien. Et à ce moment-là, il y a une différence qui se fait, et pas forcément dans le bon sens pour notre intérêt général. Bon, alors, on va revenir sur les chiffres que vous avez évoqués dans la question précédente, la différence entre les usages personnels et professionnels. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se traduit dans les faits? Je veux dire, sur l'usage personnel, qu'est-ce que les répondants de votre panel font? Qu'est-ce qu'ils font dans l'usage professionnel? Si je reste sur les enseignants, tout à l'heure, j'oubliais de répondre à une partie de votre question qui était à peu près la proportion en fait, des enseignants qui sont concernés. On va dire qu'il y a à peu près un tiers, entre un quart, un peu plus d'un quart des répondants de l'enseignement qui ont répondu à ce baromètre. Et donc, leur usage à eux, dans ce qu'ils nous ont partagé, il se fait à différents moments de leur travail. Il se fait au moment de la conception pédagogique,
en disant à ce moment-là, j'ai peut-être la possibilité d'ajuster plus de choses que ce que je voudrais. Et notamment, il y a une chose moi qui m'a beaucoup marquée, c'est que dans les exigences en fait d'adaptation de l'enseignement en salle de classe, ça nécessite beaucoup de travail, de s'ajuster à des enfants qui ont peut-être des difficultés de lecture, des enfants qui sont un petit peu plus lents sur certaines dimensions, d'autres beaucoup plus rapides. Et à ce moment-là, l'adaptation pédagogique, elle devient, je ne sais pas si on peut dire plus facile, mais en tout cas, elle s'envisage vraiment fortement. Et là, on a des enseignants qui nous disent, maintenant, mon adaptation pédagogique, je peux la faire exactement comme je l'imagine. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, on a donc, du côté des usages professionnels, on rentre un petit peu dans les chiffres, 20% utilisent l'intelligence artificielle, mais 15% l'utilisent de manière ponctuelle, c'est-à-dire pour la curiosité, pour tester l'outil, et seulement 5% de manière régulière, et on tombe à 0% quand on parle d'usage avancé, voire expert. Ça veut dire que là, on surestime complètement finalement l'intégration de l'IA dans le monde du travail aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on le surestime. On a l'impression que parce qu'on en parle partout dans les médias, tout le monde sait utiliser les IA génératives. Mais en fait, ça dépasse complètement l'usage du chatbot. Souvent, on se dit, je pose une question à ChatGPT, je pose une question à Mistral, à Claude ou à d'autres. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et dans ce plus loin, ça va être en fait d'utiliser des ressources sur lesquelles on travaille depuis des années, et puis se dire maintenant je peux exploiter ces ressources de différentes manières, comme retrouver certaines citations, ou se dire j'avais fait un exercice il y a plusieurs années, je dois l'adapter à partir d'une œuvre, par exemple si je reste sur le français, je vais faire la lecture de cette œuvre avec mes élèves. Et de l'autre côté, je vais faire mon questionnement, mes quiz, mes jeux pédagogiques avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est pas seulement le chat. On peut avoir beaucoup de puissance derrière les usages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vous-même des retours terrain que vous pouvez nous faire, puisque vous enseignez au Conservatoire national des arts et métiers et également à Sciences Po. Vous, de votre côté, justement, c'est quoi vos usages professionnels aujourd'hui de l'intelligence artificielle ? Alors, mes usages, ils sont variés et en même temps, ils sont prudents. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, est-ce que vraiment c'est le bon usage pour mes étudiants ? Moi, j'enseigne au Conservatoire des arts et métiers, j'enseigne à des adultes qui sont en activité professionnelle. Et à Sciences Po, j'enseigne à des jeunes qui ont autour de 20 ans. Vraiment, qui n'ont pas encore travaillé. Deux publics différents. Exactement. Et donc, l'usage n'est pas du tout le même. Pour mes étudiants, je vais avoir vraiment des précautions d'usage. L'IA générative ne dit pas la vérité. L'IA générative ne vous fait pas réfléchir et elle ne réfléchit pas non plus à votre place. Et en fait, je pense que c'est là là où j'ai envie d'insister auprès d'eux, c'est que c'est pas parce que la réponse est rapide, c'est pas parce qu'elle semble intelligente que forcément elle l'est. Et donc ça, c'est des moments de prudence que je partage avec eux. Et comme le cours que je donne à Sciences Po, c'est sur l'évaluation d'impact, il y a beaucoup de choses techniques que je vais enseigner dessus. Pour mes étudiants là, qui sont au Conservatoire national des arts et métiers, là, je vais plutôt leur montrer toute la puissance de l'IA dans la manière de savoir articuler les idées. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un monde complexe. Et dans ce monde complexe, on doit prendre en compte l'environnement, la technologie, le bien-être individuel et collectif, etc., etc. Et ça, c'est difficile de le prendre en compte. Juste en travaillant, ça va prendre des mois. Et là, on arrive à rétrécir ça et à rendre, avoir des approches magnifiques en termes d'intelligence individuelle et collective. Pour avoir échangé avec vos collègues, est-ce que vous avez le sentiment qu'entre les résultats que vous avez eus sur le baromètre et ce que vous pouvez observer sur le terrain, c'est assez identique en termes d'usage professionnel de l'intelligence artificielle dans l'éducation ? Je crois que les usages sont vraiment très individualisés. Il y a un peu de surprise quand même. Il y a un peu de surprise en se disant « Ah oui, mais je peux faire ça aussi. Je ne savais pas. » Il y a eu beaucoup de « Ah bon, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça dans le baromètre. » Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vient ouvrir aussi le champ des possibles. Et le but de ce baromètre, c'est ni de dire « faut y aller ou pas y aller ». C'est simplement d'éclairer la décision. Bon, on va continuer justement à éclairer ces décisions, en tout cas on l'espère. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, vous le savez, c'est le moment de faire un petit tour sur la planète tech.
c'est un atterrissage en douceur que nous vous proposons en ce lundi sur la planète Tech. Je vous laisse découvrir le meilleur et c'est la sélection de Dylan Coller, pardon. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur où on continue de parler d'intelligence artificielle et surtout d'intelligence artificielle générative et de ses usages dans le milieu de l'éducation. On continue dans la seconde partie du talk. Et pour ce faire, j'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de Gabrielle Gay, directrice et fondatrice de Révélateur de richesse immatérielle. Alors, on a commencé à évoquer un petit peu ensemble la manière dont, effectivement, l'IA était utilisée dans le secteur professionnel et plus particulièrement dans le monde de l'éducation. Et il faut dire que l'un des enseignements de votre baromètre, c'est qu'effectivement, il y a encore quelques réticences sur les usages dans le monde du travail, avec en tête des préoccupations, je crois, la sécurité des données. Oui, cette sécurité des données, elle est très très importante. Elle est très importante parce que très facilement, on peut partager des informations qu'on ne souhaite pas partager à l'intérieur de l'IA générative. Et cette IA, elle va faire plein d'allers-retours dans l'information. Et elle va faire des allers-retours sur des serveurs qui ne sont pas forcément en France. Elle va faire des allers-retours sur des serveurs étrangers et parfois en dehors du continent. Et on ne sait pas quelle va être l'exploitation de ces données. Donc, à partir de là, il faut faire attention sur ce qu'on partage. Non seulement les noms, les coordonnées, et pas seulement quand on les partage en une fois, mais on va pouvoir les partager parfois des petits morceaux d'informations plusieurs fois. Et l'IA, elle peut regrouper toutes ces informations. Les agréger, bah oui, exactement, bien sûr. même si ça a été fait sur plusieurs mois. Et donc ça, il faut y faire particulièrement attention, au-delà des données personnelles et sensibles, bien sûr. Et alors pourtant, il est quand même assez simple aujourd'hui de mettre en place des solutions d'intelligence artificielle générative en interne. C'est là qu'intervient peut-être, j'imagine, le manque de compétences aussi. Et c'est ça qui freine l'adoption de ces outils. C'est, je crois, la simplicité
de capacité à mettre en œuvre l'IA générative à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de l'administration, qui peut générer plein de problèmes. Parce qu'en fait, ça n'est pas si simple que ça. Il y a vraiment pas mal de précautions à prendre, mais le fait qu'on ait juste à aller sur un ordinateur et à se connecter et c'est accessible, c'est là où ça crée des problèmes. Ça, c'est le problème technologique et le problème de sécurité. Après, il y a le problème de l'organisation du travail. Quand on est enseignant, on a des réunions pédagogiques, on va travailler avec ses collègues, sauf que quand on prépare des choses, avec l'IA générative, on prend des décisions à chaque fois que l'IA nous dit « et là, je vais où ? Et là, je vais où ? Et là, je fais quoi ? Est-ce que je te propose un document ? Est-ce qu'on va dans cette direction ?» Et en fait, ça a l'air de rien, mais chacune de ces décisions qu'on prend pendant cette conversation influence vraiment le résultat. Et si on a une réunion à 5-6 enseignants, en fait, chacun va prendre des décisions dans ces conversations-là qui, au final, vont faire qu'il y a toute une partie de on va dire, du discours, des échanges de prise de décision qui normalement se font en collectif, qui se font en individuel face à l'IA. Et on perd toute une partie du dialogue sur la prise de décision pour en arriver à un résultat final. Et l'enjeu, pour moi, dans le cadre de ce baromètre, ce qu'on identifie, il est beaucoup là. C'est comment on passe de l'IA générative individuelle à l'IA générative collective. Et comment est-ce qu'on fait, justement ? C'est une grande question. C'est un sujet en ce moment que beaucoup traitent. En tout cas, nous, ce que l'on voit, c'est que dans les choses les plus simples, quand on veut vraiment travailler sur le sujet, c'est à la fin de chacune de conversation, on demande un récapitulatif des décisions qui ont été prises. Et c'est tout simple. Il y a des choses plus compliquées qui peuvent se mettre en place, mais ça, c'est tout simple. Mais si on arrive en réunion avec ça, on peut se dire, à ce moment-là, moi, j'ai fait tel choix. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce qu'on peut échanger là-dessus ? Parce que moi, je l'ai fait en me disant que c'était bien, mais je me disais qu'il y avait peut-être une autre option. Qu'est-ce qu'on en pense ? Et là, le dialogue se met en place. Ça, c'est pour la version simple, mais qui est quand même efficace. C'est effectivement la première porte d'entrée peut-être. Toujours sur cette question d'avoir des réticences aux usages de l'intelligence artificielle, il y a aussi une grosse question, et ça rejoint finalement un petit peu ce qu'on a pu dire avant sur la question de la sécurité des données, etc. C'est le flou juridique aujourd'hui qui existe autour de l'intelligence artificielle. Ça, dans un secteur comme l'éducation, où c'est des données extrêmement sensibles qui sont en jeu, c'est d'autant plus paralysant pour les équipes. Oui, vous abordez un sujet vraiment essentiel, cette dimension-là, et notamment pour les enseignants qui utilisent des ressources littéraires. Il y a tout le droit de la propriété intellectuelle, tous les droits sur ces publications qui sont aujourd'hui très peu, voire pas du tout respectés à travers l'IA générative. Et puis, il y a toute la dimension qui est protégée par l'IA Act, qui est on va dire une référence européenne pour protéger un certain nombre de droits, puis dire quand est-ce qu'on utilise l'IA. Mais aujourd'hui, les freins, parfois on se dit le monde éducatif peut-être freine sur l'usage de l'intelligence artificielle. Il y a des pétitions là qui sont sorties il n'y a pas très longtemps, mais nous, statistiquement, on ne voit pas ce frein. On ne voit pas une différence entre la population générale et les enseignants. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que vous n'avez que 9% de vos répondants qui ont manifesté une résistance au changement. Ça veut dire que finalement, ce n'est pas tellement une question de temps d'adaptation. On est déjà sur la voie du changement et on n'y va pas à reculons. Finalement, ce qu'on retient de ce baromètre, c'est que le problème, ce n'est pas tant la technologie que l'organisation que ça demande de la mettre en place et de l'utiliser. Exactement. C'est vraiment ça le sujet. En fait, aujourd'hui... c'est pas tant de savoir si on y va ou on n'y va pas. Les investissements se font par centaines de milliards de dollars. Donc en fait, même si on n'est pas d'accord à l'échelle d'un pays, ça ne va pas influencer les investissements. La question maintenant, c'est de savoir comment on a envie d'y aller. Avec quel genre d'intelligence artificielle on a envie d'y aller. Et c'est là en fait où tout un nombre d'enseignants se mobilisent, mais pas que, d'autres acteurs aussi, sur quel biais on a envie d'éviter à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Je vais vous donner une anecdote personnelle qui m'a vraiment surprise. C'est que, comme vous le voyez, je suis une femme de 50 ans, avec des origines africaines et françaises. Et donc, j'ai un nom à consonance africaine. Et quand je discutais avec certaines IA génératives, on me donnait un certain type de réponse. Et au début, je ne me suis pas méfiée.
Et puis, un jour, je n'étais pas contente du niveau de réponse que ça me donnait. Et je donnais un autre profil. Je lui ai dit, réponds-moi comme si j'étais, et je donne une autre description. Et bien, la qualité des réponses a augmenté. Ce qui, effectivement, je crois, est plus que significatif comme exemple. Bon, vous avez évoqué, je rebondis, un sujet à l'instant, c'est les investissements qui sont mis en place autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, selon ce que vous pouvez observer à travers ce baromètre, on a un risque de fracture entre les différentes organisations? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà plus avancées que d'autres? Est-ce qu'il y a une différence entre les petites et les grandes structures? Ou est-ce que finalement tout ça, c'est assez hétérogène? Si je me concentre sur le monde de l'éducation, par chance, il y a l'État. Et il y a un gros travail de l'État depuis plusieurs années sur la mise en place d'une infrastructure numérique solide, qui est critiquable sur un certain nombre de choses, mais en tout cas qui se veut structurante et mise à disposition des organisations, des écoles les plus petites, des établissements les plus grands, mais pour l'ensemble des acteurs publics. Là où il y a une vraie différence, en fait, c'est pour le secteur privé. Et là, pour le secteur privé, si on n'a pas les moyens, eh bien, on n'a pas la même qualité de service parce que, pour être très concret, avoir une bonne IA générative avec toutes ces possibilités, on va dire c'est 100 € par mois. En fait, ce n'est pas tous les établissements scolaires, ce n'est pas individuellement où on a 100 € par mois, 1 200 € à l'année à mettre sur le budget de cette IA générative. Donc effectivement, certains pourraient décrocher finalement faute de moyens. Bon, maintenant qu'on a toutes ces informations grâce au baromètre, quelles sont vos recommandations pour un déploiement de l'IA efficace? Alors, mes recommandations, ça va être déjà de quoi on a besoin et de quoi on n'a pas besoin. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. On présuppose des besoins sur des tâches administratives. Mais ces tâches administratives, elles ne nécessitent pas toujours de l'IA. Si on a déjà des bons processus en place, eh bien, ça se fait. On n'a pas forcément besoin non plus d'IA générative en permanence pour toute la dimension qui est de la structuration pédagogique, parce qu'il y a les habitudes. Donc, c'est vraiment de se dire où est-ce que sont les besoins individuels, mais aussi où est-ce que sont les besoins collectifs. Et ça, on travaille, nous, sur les usages et les non-usages. Beaucoup de personnes travaillent sur les usages. En fait, travailler sur les non-usages vient vraiment éclairer les choses. Bon, on arrive à la fin de cette émission, mais comme on est dans l'école du futur, ça tombe bien, c'est la bonne question pour clôturer. Vous avez imaginé 3 trajectoires pour 2030 dans ce baromètre. Vous nous en dites quelques mots? En fait, les trajectoires, elles sont en fonction de la capacité de notre écosystème à faire que les organisations d'intérêt général puissent s'emparer de l'IA de manière adaptée. Donc, on a une trajectoire où on ne donne pas cette possibilité-là, et dans ce cas-là, les organisations vont subir. On a une trajectoire où, je vais passer directement à l'extrême, en fait, où on a donné la possibilité d'aller vers l'équipement. Moi, j'appelle ça l'empowerment. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de formation. La formation ne suffit pas. C'est comment je m'empare de l'IA au fur et à mesure du temps, parce que, en gros, aujourd'hui, on est formé, demain, quasiment, c'est obsolète. Donc, c'est comment on donne aux gens cette capacité d'apprendre en continu. C'est justement la question d'avoir un accompagnement dans la durée. Et ça, du côté des pouvoirs publics, ça devrait être pris en charge, selon vous? Je pense en tout cas que pour toutes les institutions publiques, oui. Et je pense qu'après, il y a une responsabilité de donner la capacité aux associations, aux fondations, à d'autres acteurs, de pouvoir vraiment accompagner l'ensemble des acteurs de l'intérêt général du secteur privé. Et en ce qui concerne les 3 trajectoires, on a eu les 2 extrêmes. Au milieu, c'est quoi? Le juste équilibre. Le juste équilibre entre les deux, exactement. Et donc là, de se dire, en fait, l'État ne peut pas tout faire, bien sûr. Et c'est comment chaque acteur arrive à se saisir du sujet en se disant, je ne veux pas aller trop vite. Et je réponds vraiment à mes besoins dans une trajectoire qui est la bonne. Aujourd'hui, il y a un grand écart entre les usages et les besoins. Et donc, au milieu, c'est de faire se rapprocher les usages et les besoins. Eh bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gabrielle Gay d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice et fondatrice de Révélateur de richesse immatérielle. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir fait encore un formidable travail aujourd'hui. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve toujours avec beaucoup de plaisir demain à 12h30, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien.